sommes ensemble jusqu'à midi. Bien sûr qu'on va parler de Jean-Luc Mélenchon, Sophie. Sophie de Menton est là pour débattre aujourd'hui, chef d'entreprise, présidente du mouvement Éthique. Matteo Ghisalberti, journaliste franco-italien. Mehdi Ouraoui, essayiste, spécialiste du discours politique. Et Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale. Et vous êtes également fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Bonjour à toutes. Évidemment qu'on va parler de Jean-Luc Mélenchon. C'est beaucoup d'honneur. Qui prédit un incident grave avant la présidentielle, donc beaucoup de réactions. Vous nous direz, Sophie, vous pensez qu'il aurait fallu le traiter par le mépris. Comme la classe politique d'ailleurs, on va en parler. On va en parler. Éric Zemmour qui fait un petit pas de plus vers la présidentielle, et puis la PMA pour toutes revient à l'Assemblée nationale. Y êtes-vous favorable? Et puis ces violences qui continuent encore et toujours avec une impuissance des pouvoirs publics qui, moi, me laisse complètement pantoise. On va en reparler. Petit tour de table de ce qui a retenu votre attention. Michel Taube, un coup de cœur. Oui, un coup de cœur et un coup de cœur en musique. Mercredi, c'est la réouverture beaucoup plus large et notamment à l'intérieur des restaurants. Et voilà, je voulais saluer nos amis restaurateurs et plus précisément 3 copains vignerons de Domaine Vernet, Pierre-Jean Villa-Fagot et 2 restaurateurs, Jean-Michel Carrette et Fred Ménager, qui ont réuni une dizaine de grands chefs. Il y a Guy Savoie, il y a Pierre Gagnère, il y a Anne-Sophie Pic, il y a Moreau, Colas, Gréco, Gilles Goujon, ça va aller très vite. Hein. Oui. Arnaud Lallemand, Monsieur Marcon, Éric Pro, Emmanuel Renaud, je les ai tous cités, qui, tenez-vous bien, ont créé un groupe éphémère pour chanter une chanson qui s'appelle Enfin libre. Et je voulais vous en donner quelques notes, si vous en êtes d'accord. Alors, on va l'écouter, on va écouter un petit extrait, Michel. L'annonceur. Voilà. Donc vous trouverez sur Facebook aisément la chanson complète. Ils sont peut-être meilleurs au piano culinaire, mais voilà, c'est un coup de cœur. Je suis un peu mitigée, Michel. Moi aussi. Je suis un peu mitigée parce que d'abord, enfin libre, c'est compliqué. Et je pense qu'il est judicieux en ce moment de dire aux gens qu'il y a une liberté et que cette liberté doit être raisonnée. Il ne faudrait pas que ce soit une espèce tout d'un coup ce soir, il n'y a plus de problème. Ensuite, cette ode de la liberté, enfin je ne sais pas pourquoi je ne le sens pas comme ça. Ils auraient fait une ode aux restaurateurs, je comprends, Sophie, mais si enfin Sophie n'est libre. plus libérale, alors là, où va le monde? Non, non, responsabilité individuelle, je disais. Ouais, mais bon, voilà. Non, mais après, il y a quand même un appétit, évidemment, et à tous les sens du terme, de liberté, bien sûr, de restaurants, de terrasses, etc., qui évidemment, bon, d'abord qui est une très bonne nouvelle quand même pour nos restaurateurs, mais surtout qui nous sort de l'espèce de nasse psychologique dans laquelle on est depuis 1 an et demi. Et qui est quand même une nasse vraiment dépressive pour le pays depuis 1 an et demi. C'est l'intitulé Enfin libre que je trouve aussi un petit peu. Vous cherchez la petite bête en cuisine, je trouve. Non. Je pense qu'il aurait pu y avoir peut-être un hymne à la gastronomie, mais le Enfin libre est un peu dangereux quand on voit ce qui se passe en Grande-Bretagne avec ce variant indien qu'on ne doit plus appeler variant indien. Mais je trouve que le Enfin libre est quand même un peu, je sais pas, Mathéo, vous en pensez quoi? Moi aussi, j'ai déjà profité des restaurants ouverts, donc je suis bien content d'avoir pu revenir en terrasse. Mais effectivement, on pourrait avoir fait attention, avoir décidé de donner un titre plus culinaire, plus gastronomique. Vous devenez un peu woke dans l'émission. Moi, vous devenez un peu. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Vous devenez un peu woke. Faites attention. Non, woke, c'est pas exactement ça non plus. Si c'est la poêle, le wok, oui. Si c'est la poêle, c'est ça. Moi, je suis plus. Le wok, c'est bon. C'est-à-dire que je suis plus. Non mais blague à part. Par ailleurs, moi, petit détail personnel. À la fin de cette émission, moi, je vais aller faire ma 2e dose de vaccin juste après. Enfin libre. Exactement. Vous rigolez, mais non, ça joue. Pas vraiment non plus. Pas vraiment non plus. Mais alors, est-ce que j'ai le droit de défendre quand même mon choix? Oui, allez-y, Michel.
Non, mais attendez, évidemment qu'il faut rester toujours, il faut consommer la liberté avec modération. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut conserver les gestes barrières. Il aurait été peut-être préférable que l'État finance l'installation de plexiglas de séparation entre tous les convives. Donc elle finance rien du tout, l'État. Ils arrêtent de financer quoi que ce soit. Qu'il empêche de mettre les chauffages. Pas tous en même temps. Il faut rester prudent, il faut faire attention. C'est vrai que donc ce message enfin libre est pas très heureux. C'est juste ça qu'on dit, quoi. Qu'on se réjouisse de retourner au restaurant, oui, mais enfin libre, il y a un côté en plus. Je sais pas. Moi, ça me gêne aussi. Je suis d'accord avec Sophie, mais à chacun son. Le jour de déprime. J'ai eu un gros jour de déprime depuis septembre dernier, c'est le jour où les restaurants ont été fermés. Et je trouve que, mais je vous dis pas le contraire. Et je trouve que les restaurants, c'est un art de vivre à la française. On dit pas le contraire. Mais on dit pas le contraire. C'est le enfin libre qui est gênant. Il y a une dimension quand même de liberté retrouvée. Alors après, c'est comme tout, il faut pas en abuser, il faut rester prudent. Il y a des restaurants qui ont plus d'ouverture et d'espace pour pouvoir accueillir plus de monde, etc., etc. Mais voilà, ne boudons pas notre plaisir quand même et restons prudents, comme vous le suggérez, en critiquant ce titre. Voilà. Écoutez, on va marquer une petite pause et on continue avec notre tour de table avant de parler de Jean-Luc Mélenchon. À tout de suite. Et on est ensemble avec vous pour le 10h midi avec Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, fondateur d'Ensemble contre la peine de mort, Mehdi Ouraoui, essayiste, spécialiste du discours politique, Matteo Ghisalberti, journaliste franco-italien, Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Nous allons parler de Jean-Luc Mélenchon, évidemment, cette sortie, ce dérapage pour certains. Il prédit un incident grave avant la présidentielle, comme il y a eu lors des précédentes présidentielles. Pourquoi ces propos? Éric Zemmour doit-il être candidat à la présidentielle? En tout cas, il a fait un petit pas de plus hier. La PMA pour toutes revient à l'Assemblée nationale. On va en reparler. Et puis, violence, les pouvoirs publics impuissants. On continue notre tour de table avec vous. Alors, Sophie, vous, c'est un coup de gueule? Oui, alors c'est un coup de gueule. C'est risible. Mais je trouve que c'est grave parce que c'est une dérive dans la façon de s'exprimer. Les variants, tenez-vous bien, ne peuvent pas, vous le savez d'ailleurs, ne peuvent plus s'appeler variant anglais, variant indien, etc. Et on a cherché des noms de code. Donc on a pris l'alphabet grec. Pourquoi pas? Mais pendant qu'on y est, on pourrait imaginer que les Grecs ne soient pas contents. Donc c'est alpha, bêta, gamma, etc. C'est compliqué d'ailleurs, parce que l'alphabet grec, il faut quand même le savoir, le connaître. Mais je trouve ça très grave, en dehors de l'anecdote, parce que c'est pour pas discriminer, tenez-vous bien, l'endroit d'où vient le virus. C'est l'empire de bien, alors que on sait parfaitement que oui, non, mais au-delà il y a des origines géographiques. Mais voilà, et alors je trouve en plus que c'est très néfaste, parce qu'il est important pour des gens de se repérer dans l'espace, pour les aéroports, pour tout, pour savoir dans quel pays on va. Un variant indien, on fait un peu attention à telle zone, etc. Enfin, c'est du délire. Et ne pas nommer les choses, arrêtez de nommer les choses, et qu'un virus discrimine le pays dans lequel il est. Mais c'est très 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 grave. Je pense que il faut pas prendre ça comme une anecdote, comme si quelqu'un avait pensé à discriminer les Indiens ou les Anglais parce qu'il y a un virus, parce qu'il y a un variant. Ça c'est du wokisme, non, Mehdi Ouraoui? Alors un peu. Alors même si, alors pour le coup, on va être à front renversé. Et du coup, c'est moi qui vais faire le woke. Mais je trouve que on a toujours un peu de mal à se mettre dans les chaussures de son voisin. Et c'est vrai que quand on parlait du variant anglais ou britannique, etc., ça nous choquait pas beaucoup. Je suis pas certain que nos professionnels de tourisme, nos restaurateurs, nos hôteliers, etc., aimeraient beaucoup qu'on parle du variant français, par exemple. Je suis pas certain qu'on aimerait bien, nous, Français. Il peut être très gentil, le variant français, en plus. Non, mais Sophie, je vous ai laissé finir, mais parce que, mais pas pour des raisons pour le coup de politiquement correct ou quoi que ce soit, mais simplement, notamment pour des raisons de retombées touristiques, d'image du pays, etc. Je suis pas sûr que, en plus, concernant une maladie qui circule extrêmement vite et un peu partout dans le monde, je ne suis pas certain que l'indication géographique soit très intéressante très longtemps. Enfin, en tout cas, soit très pertinent. Voilà. Donc après, voilà. Est-ce que pendant des mois, on aurait envie
qu'on parle du variant français. Je m'en fous. Les gens hésitent à venir en France. Mais je m'en fous complètement. D'abord, il y a des variants. Le variant anglais, par exemple, on sait il contamine énormément et qu'il est plutôt moins grave. Oui, mais il aurait pu s'appeler le. Oui, non, mais d'accord. Mais je pense, moi, que dans un monde où on se déplace énormément, etc., il est très important d'être conscient des zones géographiques et même dans les aéroports de faire attention, etc. Moi, ça met un variant français, et alors ? Si je peux ajouter une chose, l'année passée, quand il y a eu la première vague, on n'a pas parlé d'un variant parce qu'il n'y avait pas encore, heureusement, apparemment, italien. Mais personnellement, je comptais pas mal de personnes qui, naturellement, je voudrais dire d'une façon normale, humaine, m'ont tout de suite demandé en février 2020, est-ce que tu es rentré d'Italie parce que c'était la période des vacances scolaires, est-ce que tes enfants sont allés en vacances chez les grands-parents en Italie? Ça m'a pas choqué parce que je l'ai trouvé normal. Après, peut-être ça m'a laissé perplexe de voir qu'il y avait des gens qui alimentaient les débats en disant attention aux boîtes de pâtes qui arrivent d'Italie, etc. Mais entre-temps, il y avait les supporters de la Juventus qui allaient à Lyon regarder le match. Alors, Michel Taube. Vous parlez des variants, mais il y a le virus aussi, qui a été considéré au départ comme un virus chinois et qui a donné lieu à des discriminations très fortes vis-à-vis d'Asiatiques. Oui, bien sûr. On s'en souvient. Et qu'on a dénoncé en son temps. Mais ceci dit, moi je suis tout à fait d'accord avec Sophie, à cause de la mondialisation et des enjeux de risques sanitaires qu'il peut y avoir, et malheureusement, c'est une meilleure indication de les appeler indiens, anglais, français, il n'y en a pas, mais ça pourrait arriver que Oméga, Alpha et je ne sais quoi, qui vont surtout créer la confusion. Moi, je pense que les Grecs devraient se plaindre. Allez, on va passer à votre coup de gueule, Mathéo. Alors, mon coup de gueule, qui est un coup de cœur aussi pour les producteurs de Comté, qui est un fromage que j'adore. Mais c'est un coup de gueule parce que il y a certaines associations. Parlez bien dans le micro. Il y a certaines associations de la défense de l'environnement qui attaquent en fait les producteurs de Comté parce qu'ils affirment qu'ils augmentent la pollution des rivières avec cette production. Alors déjà, pour moi, c'est un coup de gueule parce que il ne faut pas oublier que le secteur de la production du comté occupe 14 000 personnes. Il a un chiffre d'affaires d'au moins 600 millions d'euros et qu'il y a plus de 2000 éleveurs qui travaillent. Et puis, je suis en même temps, s'ils polluent. Oui, alors je veux dire aussi que de grâce, ces associations écologistes, animalistes, antispécistes, véganistes, etc., qui ne perdent pas d'occasion pour attaquer des gens qui travaillent, essayent de ne pas oublier que il y a des gens qui ne sont pas toujours des criminels parce qu'ils élèvent des vaches, parce qu'ils... Non, mais ce qu'ils expliquent, moi je suis allée voir un petit peu le fond de la question, c'est que en 40 ans, la production du comté a doublé, mais que les stations d'épuration sont sous-dimensionnées. Alors, et que les substances... Oui, agrandissons-les, absolument. Mais je voudrais aussi vous dire une autre chose. Il soulève un problème réel. Tout ça... En partie, cette question a été soulevée par des enquêtes d'une maison de production parisienne qui débarque en Provence et qui fait son enquête. Très bien, c'est le travail de la presse et moi, je suis très attaché. Mais en même temps, j'aimerais rappeler aux bobos parisiens qui disent « Ah, les pauvres fleuves du Doubs », qu'ils arrêtent de manger leurs planches de comté sur les terrasses parisiennes parce qu'ils ne peuvent pas en parler. Donc, désolé. En tout cas, ils attirent quand même l'attention sur un problème réel qui est une production. Pourquoi on s'attaque toujours à des gens qui produisent des grasses, dans toutes les sources de pollution? Est-ce que c'est vraiment le comté qui est d'ailleurs un produit français? On préfère laisser produire alors du fromage dans n'importe quelle condition à des Chinois, par exemple. Mais c'est pas. Non, mais on est dans une dérive hygiéniste. Personne mange de fromage chinois. On est dans une. Du vin en Chine, des Chinois en Chine, j'ai dit, dans n'importe quelle condition en Chine. On est dans une dérive hygiéniste et on est dans une dérive bio. Et je pense à ça parce que tout le monde est visé. Là, les entreprises sont vent debout parce que la ministre du Travail a décidé qu'on allait multiplier
diviser par 2 le taux de poussière accepté dans les entreprises. Personne ne peut être contre le taux de poussière. Alors maintenant, si vraiment, parce que c'est très très scientifique, etc., il y a la virgule près, tout d'un coup c'est brutal, elle prévoit un décret. Je veux dire, il faut savoir ce qu'on veut, parce que pour s'équiper dans certaines usines, entreprises, etc., ça va être un tel coût que c'est pas possible. Donc il y a un moment où c'est très compliqué aujourd'hui de faire la part des choses avec des décrets, des obligations qui tombent, etc. Bon, c'est facile à faire et à dire. À suivre. Et la poussière, elle comptait. Mehdi, tout autre sujet avec vous, et je vous suis, je l'aurais fait. Si vous ne l'aviez pas fait, je vous écoute. Eh ben, pour le coup, un très 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 gros coup de gueule qui va peut-être finir en coup de cœur, mais en tout cas un gros coup de gueule contre l'agression raciste absolument insupportable qu'on a vu encore une fois malheureusement sur les réseaux sociaux en vidéo, qui a été relayée de cette cliente dans un carrefour, pour ne pas le citer, mais vous allez voir que c'est important de le citer, dans un carrefour de Annemasse, et qui a traité de tout une caissière noire en la traitant de tous les noms racistes qu'on peut imaginer, plus quelques autres sexistes, etc. Bon, voilà. Et qui est parti en insultant sous le regard évidemment outré du reste des clients. Je disais coup de cœur parce que Carrefour a eu une très bonne réaction pour le coup, qui est immédiatement de porter plainte pour défendre sa caissière. Et donc je trouve et de la soutenir. Et la soutenir. Et je trouve que ça a été vraiment une très bonne réaction. Mais je trouve que cet événement, couplé à un autre qu'on a vu il y a quelques jours, qui est celui de ce jeune homme, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, parce qu'en réalité c'est une espèce de pourri, qui a littéralement tabassé un livreur qui était déjà un livreur noir d'ailleurs dans cette histoire aussi à Cergy, un livreur Uber Eats, qu'il a mis en sang et qui ensuite s'est mis à insulter tout le monde, pareil, insulter une dame qu'il filmait avec plein d'insultes racistes, etc. Et dans les deux cas, il se trouve que, par un hasard tout à fait normal, en réalité, puisque la vie est faite ainsi, les racistes, en l'occurrence, sont des gens qui étaient d'origine étrangère, et qui sont probablement d'origine maghrébine, voilà, comme moi. Et je trouve que ça dit quelque chose. C'est-à-dire que d'abord, que le racisme existe partout, existe chez des gens de toutes origines, et que donc, ceux qui veulent nous faire croire que le racisme, c'est très simple, ce serait les blancs contre les racisés, et il suffirait de faire des réunions non mixtes, non racisées. Vous savez, le truc qu'on nous a vendu il y a quelques jours, il y a quelques semaines avec l'UNEF, où il y aurait d'un côté les blancs et de l'autre côté les noirs, les arabes, les asiatiques, on ne sait pas, tous les gens qui seraient soi-disant racisés. Eh bien non, le problème est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a aussi du racisme chez des gens d'origine arabe, il y a aussi du racisme chez des gens d'origine africaine, d'origine antillaise, chez des gens d'origine asiatique. Et donc je trouve que ces événements-là doivent montrer que la vraie fracture, elle est entre ceux qui acceptent le racisme, de trier les gens par race, par couleur de peau, etc., et ceux qui ne l'acceptent pas, les universalistes, et non pas dans les divisions factices entre races que nous propose soit le Front National d'un côté, soit de l'autre côté une partie de l'extrême gauche qui voudrait nous faire croire qu'on peut faire des réunions non mixtes pour régler tous ces problèmes-là. Alors je suis tout à fait d'accord avec vous. Ces deux faits divers sont très parlants de ce point de vue-là. Et surtout avec assez peu de reprises, vous l'avez bien dit, et peu de réactions. Alors je suis pas d'accord avec ça. Pourquoi ? Non, alors d'abord, je suis complètement d'accord avec vous. Le racisme existe, et il existe entre les blonds, les roux, les noirs, les arabes. Enfin, il existe. Voilà. Mais je me demande si la focalisation qu'on a sur le racisme aujourd'hui n'est pas contre-productif. C'est-à-dire que c'est très bien que Carrefour réagisse, c'est même bien de porter plainte, etc. D'abord, c'est aux clients de le faire immédiatement. Et moi, qu'on dise que ça a été visionné 1 million de fois sur un réseau social, je suis effondrée. Parce qu'on se nourrit de ça, et je trouve que c'est déplorable. Je crois que se nourrir et repasser le truc, c'est viral, etc., ça n'empêche pas le racisme. Non, mais je finis juste une seconde. Ça n'empêche pas le racisme, mais je pense qu'il y a aussi une exaspération qui monte. C'est insupportable d'être traité de raciste toute la journée, parce que on le sait le cas pour chacun d'entre nous. Vous avez entendu ou pas ? Écoutez quand même ce qui s'est passé. Vous l'avez écouté ? Non, j'ai pas entendu le texte.
sale noir. Il y a que les noirs pour faire ça marche pas. Tu vois les Africains comme toi, ça ne pute que tu es. Nique ta mère. Salope, je suis pas une fille, sale pute. Voilà, là on est dans une autre dimension. Je dirais la traite de sale négresse. Michel Taube. Oui, il y a pire, comme l'a dit Mehdi Ouraoui tout à l'heure, c'est que la vidéo d'il y a quelques jours de celui qui agresse un coursier et surtout une dame que moi je considère comme une lanceuse d'alerte parce qu'elle a eu le courage de filmer la scène où elle se fait insulter avec des mots qui viennent pas de nulle part. C'est ça que moi je veux dénoncer. C'est que malheureusement, il y a du racisme partout, mais il y a des formes de racisme bien spécifiques qui puisent dans des formations culturelles, dans une forme d'éducation que dans certains milieux, en l'occurrence islamistes, et je fais bien la part entre nos concitoyens musulmans, qui, pour, je l'espère, la majorité d'entre eux rejettent ces propos, mais certains d'entre eux qui sont élevés au petit lait du racisme contre les Blancs et contre les Noirs. Et contre les Noirs. Et c'est ça que ces deux vidéos mettent au grand jour, et c'est pour ça qu'elles ont malheureusement autant de succès sur les réseaux sociaux, et malheureusement c'est une réalité de notre société française qu'il faut dénoncer à chaque fois qu'il y a des actes racistes. Allez, on va marquer une pause, on est déjà très en retard sur la pub, on se retrouve dans un instant avec vous pour parler de Jean-Luc Mélenchon. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, on est ensemble avec Michel Taube, Mehdi Ouraoui, Matteo Ghisalberti et Sophie de Menton. Donc Jean-Luc Mélenchon ce matin évidemment est à la une de toutes les chaînes, toutes les réactions. Je vous propose de réécouter ce qu'il disait hier, c'était lors d'une interview chez nos confrères de France Inter. Vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident. Alors ça a été un meurtre, ça a été Mera en 2012, ça a été l'attentat la dernière semaine sur les Champs-Élysées. Vous vous rappelez de tout ça? C'était la dernière semaine. Avant, on avait eu Papy-Voise, dont plus personne n'a jamais entendu parler après. Donc tout ça, c'est écrit d'avance. Nous aurons le petit personnage sorti du chapeau, nous aurons l'événement gravissime qui va une fois de plus permettre de montrer du doigt les musulmans et d'inventer une guerre civile. Voilà, c'est bateau tout ça. Alors... Réaction. Écoutez, ça me paraît tellement absurde de quoi de sortir un truc pareil. C'est du complotisme premier degré, mais à mon avis, les gens ont été pétrifiés sur le plateau parce qu'ils ont pas réagi. On n'a pas la suite. On entend quand même une journaliste qui dit mais c'est quoi ça, c'est n'importe quoi. Oui, mais bon. Mais c'est vrai. Le conducteur était en extase devant Jean-Luc Mélenchon. Hein. C'est ce que dit un auditeur. Regardez Ali Badou sourire en entendant Jean-Luc Mélenchon affirmer froidement qu'une balle dans la tête d'une petite fille de 3 ans n'est rien d'autre qu'une manipulation électorale. Expliquez-moi comment rester poli après un tel visionnage. Moi, je constate que Jean-Luc Mélenchon affiche déjà son électorat, sa cible électorale, parce qu'il dit expressément qu'il y aura une opération pour décrédibiliser ou attaquer les musulmans, etc. On sait qu'il a une porosité avec certaines organisations islamo-gauchistes, ou en tout cas qui sont contre Israël, etc. Il fait tout un grand mélange pour essayer d'obtenir quelques voix. Il est en difficulté électorale, donc il essaye tout et partout, et il tire sur tout ce qui bouge, dans le sens que il oublie par exemple que il y a eu beaucoup d'autres attentats qui ont de toute façon influencé la vie politique française, non seulement dans une campagne électorale, parce qu'il y a eu les attentats au Bataclan qui étaient en dehors de la période électorale. Il n'est même pas question. Et il n'est même pas question de. Enfin, à mon avis, ça c'est très 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 dangereux, et ça montre aussi une autre chose, parce que j'ai pas entendu beaucoup de réactions de gauche. Peut-être je me trompe, mais on nous bassine du matin au soir qu'il y a une porosité entre le RN et les Républicains, mais quand il y a une porosité entre la France Insoumise, le Parti Socialiste et toutes les autres forces de gauche, alors là, on ne peut pas le dire, on ne le dit pas, on oublie, etc. Et n'oublie pas aussi une autre chose, que tout ça s'est passé sur le service public. La porosité que je vois, c'est celle entre Mélenchon et Marine Le Pen.
Parce que si Mélenchon continue à sortir des énormités pareilles qui sont vraiment profondément choquantes, parce qu'elle laisse quand même entendre que les attentats islamistes sont en fait un instrument au service de certains qui veulent rester au pouvoir ou conquérir le pouvoir, enfin c'est quand même extrêmement grave. C'est effectivement du complotisme, mais c'est un complotisme vraiment extrêmement dangereux. Et puis juste un petit détail pour le fasciste Mélenchon. Parce que, pourquoi vous dites le fasciste? Là, vous portez des accusations. Je veux dire pourquoi. Parce que Mera... C'est de la diffamation, quand vous dites ça. Vous savez que c'est de la diffamation, Michel Taube. Mera, ça n'était pas une semaine avant le premier tour de l'élection présidentielle. C'était 1 mois et 10 jours avant les élections. C'était pas un attentat une semaine avant l'élection pour peser sur le sort de l'élection présidentielle. Donc en plus, il se trompe. Les faits qu'il invoque ne sont pas des faits. C'est faux. Et c'est volontaire de sa part. Et pourquoi le présentateur, le conducteur n'a pas réagi, par exemple? Mélenchon, comme disait Mathéo, Mélenchon, il est en perdition électorale. Et donc, il dit n'importe quoi, mais de la sorte, il fait le jeu de l'extrême droite. Et je trouve que son attitude, elle est dangereuse. Alors, je ne comprends pas. Il y a un auditeur qui me dit, vous déformez ses propos et faites semblant de ne pas comprendre ce qu'il a voulu dire. De toute façon, tout est fait pour décrédibiliser cet homme. Non, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'on faisait exprès? Alors, il a dit, lui... Alors, Adrien Quatennens est venu à sa rescousse hier en disant la rage de certains contre Mélenchon, jamais égalée contre l'extrême droite, ne connaît pas de limite. Il s'agit de détourner ses propos et de le faire passer pour un complotiste. Ce qui est écrit d'avance n'est pas l'incident, mais son instrumentalisation. C'est pas du tout ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Non. Il a dit, vous allez voir qu'un incident va arriver et quelque chose de grave va arriver. Donc il a fait une prédiction. Donc factuellement... il dit... Mais attendez, arrêtez avec fascisant, parce que c'est pour le coup vraiment de la diffamation. C'est de la diffamation. Je retire mon propos. Oui, alors, Mehdi Ouraoui. Oui, Valérie, moi je crois qu'il faut dire les choses. Là, on est devant le point de détail de Mélenchon. C'est-à-dire que cette affaire sera son point de détail. Ouais. C'est-à-dire que il y avait déjà l'affaire des perquisitions, il y avait déjà l'admiration pour des régimes autoritaires, il y avait déjà ces rapports ambigus avec une partie des décoloniaux, etc. Maintenant, il y a cette affaire qui est une affaire extrêmement grave. Pourquoi ? Parce que, au-delà des propos complotistes un peu cinglés, il y a en réalité derrière la négation d'un fait qui est un fait extrêmement violent ces dernières années dans le pays, qui est le terrorisme islamique. Et donc, on a face à nous quelqu'un qui prétend être le candidat de la gauche à la fonction suprême et qui dit que Mera, c'est un fait divers, que quand il tue des militaires français parce qu'ils sont d'origine arabe au nom du terrorisme islamique, c'est un fait divers comme papivoise, que quand il tue les enfants Sandler et leur père, quand il tue Myriam Monsonego, quand il tue un certain nombre de personnes parce que ces enfants sont juifs, dans une école juive, au nom du terrorisme islamique. Eh bien, Jean-Luc Mélenchon nous explique que cet antisémitisme n'existe pas, qu'il nous explique que le terrorisme islamique n'est pas le moteur premier de tout cela, et même pire, il nous explique qu'il y a un complot de qui ? Il faut qu'il nous dise de qui. Je voudrais aussi dire... Non, mais j'ai fini là-dessus, Mathéo. Qu'il nous dise de qui, parce que on sait à qui il pense quand il dit « il y a un complot de l'oligarchie mondiale ». On sait très bien quelle est la fin de la phrase, parce que c'est toujours la même quand on tient ce genre de propos. Et donc, il dit « c'est un complot de l'oligarchie mondiale », c'est écrit d'avance. Et d'ailleurs, pourquoi c'est ce qu'il dit. Non, mais on a des auditeurs qui disent qu'on déforme. Et Valérie, je finis là-dessus. Et d'ailleurs, quel complot? Pourquoi? Pour faire élire François Hollande. Vous vous rendez compte? Pour faire élire François Hollande. Le complot du siècle. Alors, on va l'écouter, mais on a des auditeurs qui nous disent qu'il n'y a pas de contradiction. Mais appelez 0826 300 300. Appelez pour nous dire ce que vous avez compris de ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Parce que c'est clair quand même, non? C'est assez clair ce qu'il a dit. On peut vous repasser le son après. Quant à ceux qui disent vous allez voir, il y aura un événement
moment, je peux vous citer. Il y a des. C'est Madame Soleil. Il y a des attentats régulièrement hors période ou des événements dramatiques hors période. Je veux dire, Samuel Paty, il n'y a pas eu d'élection derrière, le père Hamel. Oui, mais il est vrai aussi que les criminels, parce que ce sont des criminels, choisissent des moments très souvent qui sont des moments de tension ou des moments importants dans le pays. Ce que disait Mehdi Ouraoui, on va y revenir, est très juste, c'est-à-dire que on a on va y revenir. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. 0826 300 300. Si vous voulez réagir, nous parlions de Jean-Luc Mélenchon. Je vous propose de réécouter ses propos, de les écouter clairement, ce qu'il a dit. Écoutez. Vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident. Alors ça a été un meurtre, ça a été Mera en 2012, ça a été l'attentat la dernière semaine sur les Champs-Élysées. Vous vous rappelez de tout ça? C'était la dernière semaine. Avant, on avait eu Papivoise, dont plus personne n'a jamais entendu parler après. Donc, tout ça, c'est écrit d'avance. Nous aurons le petit personnage sorti du chapeau, nous aurons l'événement gravissime qui va une fois de plus permettre de montrer du doigt les musulmans et d'inventer une guerre civile. Voilà, c'est bateau tout ça. Voilà, donc on a Philippe en ligne avec nous qui voulait réagir. Bonjour Philippe. Oui. Merci de me donner la parole parce que effectivement, je trouve ce qui se passe en ce moment est d'une extrême gravité. Je pense que le monde court à sa perte si on continue à laisser aux politiques, et là je parle pour tout le monde, leur rivalité personnelle et idéologique sur le devant de la scène et détourner l'attention des vrais problèmes. Le vrai problème, oui, je suis d'accord avec vous, des racistes, il y en a partout. Et c'est pas nouveau, et malheureusement, ça va pas en s'arrangeant. Je constate néanmoins que le monde est aux mains de pas mal de dictateurs, que les complots, ça existe. Rappelez-vous, le plus grand complot de l'histoire, c'était quoi? Il y avait soi-disant des armes de destruction massive en Irak. On les cherche toujours. Donc vous voyez, même les États sont capables de s'embarquer dans des idioties pareilles, qui ne sont pas des idioties. Ils sont des guerres souterraines d'intérêt. Et là, pour le grand public, ça frise l'asile psychiatrique parce qu'on n'y comprend plus rien. Bref, si vous arrivez à lire un programme politique aujourd'hui où tout le monde tire sur tout le monde, moi personnellement, je n'irai pas foutre les pieds dans aucun de ces partis-là. Ces gens-là ne pensent qu'à régler leurs comptes et leurs idéologies. Qui s'occupe du peuple? Où est l'humanisme? Où est la civilisation dans tout ça? Quand Mélenchon a dit, pour moi ça a été rédhibitoire, la République c'est moi, j'ai répondu, non, c'est nous. C'est ça la démocratie. C'est tout. Donc, tous les gens qui ont un tout à l'ego gigantesque, et c'est valable pour Macron et c'est valable pour tous les autres, pour Marine Le Pen aussi, tous ces gens-là nous mènent à la perte. L'humanité est en train de creuser sa tombe. C'est gravissime. Vous qui fréquentez les hommes politiques, vous savez très bien toutes les haines recuites qu'il y a entre eux à l'intérieur des partis. Je ne vais pas vous rappeler l'affaire Fillon. Ils s'adorent tous. Non, bien sûr. Moi, mais je vous signale que je ne les fréquente pas. Personnellement, je ne les fréquente pas. Je m'en tiens. Oui, et puis alors, vous avez raison d'attirer l'attention sur tout ça, mais il ne faut pas généraliser. Il y a des hommes politiques, en particulier partout en région, qui font leur boulot, qui essayent. Il y a aussi des femmes, pardon, oh là là. Je suis encore dans l'homme avec un H. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas mettre tout dans le même sac. Et puis, j'aimerais signaler aussi le buzz médiatique permanent qui met en relief la moindre chose. Donc d'abord, ils ont peur du Mélenchon est en difficulté. Enfin là, ce qu'il a dit, ses propos sont quand même assez graves. Dramatiques. Ses propos sont très graves. Mehdi Ouraoui. Ils sont stupides. Je ne sais pas si Philippe est toujours en ligne avec nous, mais je trouve que ce qui est malheureusement dommage, il a fait une intervention qui était très polie, très courtoise. C'est pas du tout sur la forme que je suis inquiet. Mais enfin, il avait quand même l'air de dire qu'il adhérait plutôt à une thèse selon laquelle Mera c'était une espèce de complot. Si j'ai bien compris entre les lignes ce qu'il nous disait les États sont capables d'être trompés par des complots. Et là, après tout, on n'y comprend rien, mais enfin, potentiellement, c'est un complot, etc. Et je trouve que justement, c'est là que la responsabilité de Mélenchon est très grave. C'est que des gens qui sont parfaitement sincères vont commencer à penser qu'une attaque d'un terroriste islamiste qui est commandé, parce que par ailleurs il y a aussi l'affaire des Champs-Élysées. Mélenchon dit il y a eu les Champs-Élysées en 2017. Les Champs-Élysées, il y a un procès qui s'ouvre aujourd'hui, absolument. Ce sont des types qui sont plusieurs, qui ont été directement commandités, qui ont été directement téléguidés par l'État islamique,
Qui est l'auteur du complot dans l'oligarchie mondiale? Personne. On sait très bien qui a fait le complot. Le complot, c'est un complot de l'État islamique. Donc, je trouve délirant que quelqu'un comme Mélenchon, et je pense que maintenant, il faut qu'il parte. On est arrivé à un moment de la vie de la gauche où il faut que Jean-Luc Mélenchon s'en aille. Aujourd'hui, il est devenu un obstacle à tout, au rassemblement de la gauche. Il est devenu, par ses outrances, par ses excès, poulet permanent. C'est un type qui empêche la gauche de se rassembler, de se retrouver, et qui en plus nous rend malades. Est-ce que la France insoumise existe sans lui? C'est devenu le Covid de la gauche. C'est quelqu'un. Là, ça peut aller en diffamation aussi. Deuxième diffamation. Bienvenue au club. Ouais. Non, mais c'est pas bon pour le Covid de dire ça. C'est très méchant pour le Covid, qui n'est pas aussi néfaste. Matteo Alberti. Je voulais faire un raisonnement parce qu'il faut faire attention. Parce que de toute façon, je me demande déjà s'il n'y a pas des extrêmes pour quelque chose, une action légale, parce que annoncer un fait grave, faux, ça peut inciter. C'est un peu semer du vent pour raconter de la tempête. Et je voudrais inviter tous les supporters, les sympathisants de Jean-Luc Mélenchon à réfléchir sur une chose. Parmi les victimes des attentats, malheureusement, il y a aussi eu des gens qui ont été encore juste il y a une dizaine de jours, les cibles des attaques pas vraiment pacifiques aussi des supporters des instances un peu proches de la France insoumise, etc. Je parle de la fameuse procession des catholiques. On peut penser ce qu'on veut, mais il y avait des gens qui ont attaqué d'autres gens et qui les ont pris pour cible tout simplement pour leur croyance, etc. Eh bien, des personnes qui appartenaient à la même croyance ont été tuées par des terroristes. Je ne veux pas faire un mélange, je ne veux pas faire, dire que les personnes qui ont lancé des bacs de poubelle contre des fidèles catholiques sont des terroristes. Mais quand même, ils étaient très violents. Je ne voudrais pas que, si effectivement un attentat s'est produit une semaine avant le premier tour des présidentielles, on se rappelle on se rappellera de la phrase de Mélenchon, et c'est très embêtant. Voilà. Et comment des attentats, des événements graves, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. C'est comme voilà. Oui, mais justement, à faire un focus, il y a, une semaine avant les présidentielles, si malheureusement ça arrive. Désolé, ça sert pas à un complot qui fera remporter l'élection à quelqu'un ou à quelqu'un d'autre. Mais alors c'est compliqué aussi parce qu'il y a des informations dans ce genre de choses. Et je me souviendrai toujours avoir été au cabinet de Manuel Valls avant Noël et d'être avec un conseiller. On parlait d'entreprise et il n'était pas très intéressé par ce que je disais sur les entreprises et il m'a dit, écoutez, il faut que je vous dise, le Premier ministre ne pense qu'à une chose, une seule chose, c'est l'attentat qu'il va y avoir, qu'on lui a annoncé dans le mois qui vient. Je suis sortie de là pétrifiée parce que je disais, mais comment, etc. Et il y a eu ce terrible attentat. Donc alors c'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec ça. On est en alerte rouge, il y a des menaces d'attentats qui sont là. Donc c'est pour ça que c'est lamentable de faire ce type de réflexion. Voilà. C'est particulièrement lamentable. Le sujet, Sophie, surtout, ça n'est pas la fréquence des attentats. Non, bien sûr. Justement, l'affaire Mera a ouvert un cycle, tout le monde le sait, il a ouvert un cycle en 2012 qui a produit un attentat tous les 3 mois en moyenne. Il y a un attentat tous les trimestres en moyenne en France depuis l'affaire Mera. Il y avait eu une accalmie avant, depuis l'affaire des attentats du RERB, etc. Bon, donc les attentats des années 90. Et puis l'affaire, l'attentat déclencheur qui redéclenche le cycle islamiste en France, c'est justement l'affaire Mera. Et donc, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est que on va dire, s'il y a un attentat, tout le monde dira, ah bah tiens, Mélenchon finalement... Oui, je suis d'accord. Le sujet, c'est qui est le commanditaire de ces attentats. Mais absolument. C'est ça que je dis. Absolument. Il y a peut-être une responsabilité. C'est écrit d'avance. Parce que l'oligarchie l'a décidé, mais c'est pas. Ça c'est l'arroseur arrosé. Si ça lui retombe dessus, mais n'oublions pas non plus aussi qu'il y avait un contexte géopolitique, surtout en Syrie, en Moyen-Orient, qui était très compliqué dans ces années-là. Et donc parler encore une fois de complot, c'est très dangereux et encore plus si on le fait sur une chaîne du service public où je rappelle les journalistes, à part une, n'ont rien dit. D'accord, c'est difficile quand on est en direct, je l'avoue. Mais... Oui. C'est pas toujours facile, mais Michel Taube. Non, j'ai peut-être été excessif dans le mot de fasciste, mais je voulais faire le lien
comme l'a dit ensuite Mehdi, c'est que cette phrase-là, j'avais parlé, c'est un détail qui va rester chez Mélenchon. Ouais. Je faisais évidemment référence au détail de Jean-Marie Le Pen, qui date d'il y a longtemps. Donc, j'ai peut-être été excessif dans mon propos de fasciste, mais je pense quand même que Mélenchon est dans une dérive complotiste qui vise à essayer de conquérir un électorat fictif qui est celui des islamo-gauchistes, grosso modo, mais qui, à mon avis, ne voteront pas au final pour Mélenchon, mais plutôt pour l'extrême droite. Et encore une fois, je pense que Mélenchon est en train de nuire à son électorat. Et il serait temps que la jeune garde des Insoumis commence sérieusement à y réfléchir avant qu'il n'aille trop loin. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un petit instant. On va parler de ces violences un petit peu partout et de la police et de l'État qui semble bien démuni, à part des déclarations du style nous ne nous laisserons pas faire, les sanctions doivent être à la hauteur. Eh bien, force est de constater que les trafics de drogue continuent, les débordements suite à des matchs de foot continuent. Que faire? On en parle avec vous dans un instant. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Je voulais qu'on revienne tout de même sur ce qui se passe un petit peu partout en France. Alors, plusieurs événements. À Rennes, par exemple, les grilles d'une école ont été recouvertes de bâches pour éviter que les enfants soient confrontés au trafic de drogue. Des débordements ont eu lieu à Meudon et à Clamart ce week-end. Le maire explique qu'il était au courant, ce qui a permis de mettre en place un dispositif avec des médiateurs, avec la police. Mais ils se sont retrouvés débordés par des centaines de personnes qui sont venues, qui ont envahi le stade. Il y a eu des tirs de feu d'artifice, des courses-poursuites. Et puis la semaine dernière, à Sarcelles, une note a interdit aux policiers de se lancer dans des courses-poursuites pour éviter les incidents. Ce week-end, c'est à Sens, dans l'Yonne, qui est une ville plutôt a priori tranquille, des incendies de poubelles, de voitures, des vitrines brisées, des commerces cambriolés et saccagés, des mâts de vidéosurveillance. On est où et on fait quoi? C'est très très compliqué parce que tout est accusé. Vous avez vu, dès qu'on dit un mot, qu'on lève le petit doigt, ça dépend de la. Est-ce que c'est un homme, une femme, un transgenre, un arabe, un noir? Qui va-t-on poursuivre? Il y aura une discrimination forcément. Donc on est dans une espèce on a une peur d'agir, on a peur de la violence et on a raison. Donc on ne veut pas que les policiers soient violents, mais par contre on supporte qu'on soit violent envers eux. J'ai très peur qu'il faille une reprise en main très 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 ferme. J'ai peur aussi que les Français en aient envie, avec une sorte de schizophrénie. Pourquoi vous avez peur, Sophie, d'une reprise en main très ferme? Alors, parce que les Français... Pourquoi? Parce que les Français, d'abord, détestent ça. Dès qu'on se met à être autoritaire, ils le veulent et en même temps, ils vont se mettre à hurler. Donc, j'ai peur des mouvements de foule. C'est très difficile de trouver la juste mesure et d'être très autoritaire. Moi, personnellement, je suis pour l'autorité. Je pense que ça devrait être intolérable. Mais maintenant, tout ce qu'on nous fait... Parce qu'il faut que la police soit ferme, que la justice suive, que le môme qui est arrêté ou le violent qui est arrêté soit immédiatement puni et qu'on n'attende pas 1 an et demi. Oui, mais enfin, et là, c'est pas le môme. Là, on a affaire à des phénomènes. Je voyais aussi quelqu'un tweeter sur Stalingrad où il y a des compagnies de CRS qui sont là pour le maintien de l'ordre. Il n'y a aucune arrestation. Mais c'est ça, c'est ce que je dis. Il faut les arrêter. D'où une mauvaise, à mon avis, une mauvaise réponse du président de la République qui essaie de faire bien. Il veut faire un état, les états généraux de la justice. Je n'en peux plus des états généraux, des commissions. Ça met un temps fou. États généraux, justement pour rapprocher la police et la justice. Mehdi. Moi, je crois qu'il y a un problème qu'on a du mal à nommer en France, mais qui est un problème d'exemplarité. Donc, on a un certain nombre de cadres du pays. Ça va de l'instituteur jusqu'au plus haut ministre, etc., qui aujourd'hui sont des cadres dévalorisés dans la tête des Français. Et donc, il y a l'autorité, c'est deux choses. Vous avez l'autorité, vous le savez bien, c'est comme le charisme, c'est comme la capacité à mener un peuple et à mener même une équipe de foot, si vous voulez prendre des exemples plus concrets. Il y a évidemment la matraque, quand vous ne pouvez plus rien faire d'autre. Mais enfin, vous avez quand même avant un certain nombre de choses qui doivent se produire. Et donc, il y a évidemment une question d'exemple. Quand on voit quotidiennement
l'affaire Big Malion, quand on voit quotidiennement des policiers qui sont incarcérés parce qu'eux-mêmes ont fait du trafic, quand on voit quotidiennement... C'est quand même, là c'est loin. Et je complète là-dessus parce que j'entends bien les critiques qui vont venir. Quand on voit quotidiennement des gamins qui sont des petits merdeux en T-Max, en bas des bars, qui terrorisent tout un quartier en faisant des vrrrr comme des fous avec leurs scooters, qui font des roues arrière pendant des heures et qui rendent folles des familles entières, qui sont des familles généralement des familles plutôt pauvres, parfois d'origine immigrée, et qu'on ne fait rien contre ces choses-là. Même les familles riches. Non mais du coup, oui, mais enfin, pardon Sophie, je crois pas que vous ayez en bas de chez vous des gamins en T-Max. Mais si. Alors allez au bout de votre... Et donc je vais au bout de mon raisonnement. Je pense que de Sarkozy jusqu'au gamin qui fait des roues arrière en T-Max et qui fait n'importe quoi et qui fait du chouf pour le trafic de drogue, et jusqu'au gamin, par contre, un peu plus privilégié qui consomme la drogue, parce qu'il y a les producteurs, mais il y a aussi les consommateurs, il faut regarder les deux. Et je pense qu'effectivement, il y a un problème à la fois d'exemplarité et pas seulement de sanctions. Je parle pas de prévention et d'être gnangnan. Non, mais là, on parle de scènes de guérilla. On parle de 300, 400 jeunes qui arrivent avec des mortiers et qui se battent entre eux. Oui, Michel Taube. Moi, je crois plutôt que ce qui nous inquiète tous, c'est pas vraiment ces histoires de guérilla qui sont quand même très sporadiques et qui existent. Non, c'est très fréquent, malheureusement. Moi, c'est la délinquance assez grave du quotidien qui m'inquiète. C'est quoi ce que je vous dis c'est quoi ce que je vous dis, c'est français. Quand on est obligé de mettre une bâche dans une école maternelle pour pas qu'ils voient les dealers, c'est à Rennes que ça se passe. Quand on voit ce genre de choses, pardon, c'est du quotidien. Tous les jours, il y a une ville de France dans laquelle il y a des émeutes urbaines. Une information, Valérie parlait de ce qui s'est passé à Sens, dans l'Yonne, ce week-end. D'abord, ça concerne un quartier populaire de Sens. Donc, ça ne s'est pas passé n'importe où à Sens. Mais ce qui est rageant, ce qui nous met vraiment en colère et qui, j'imagine, explique là aussi la colère que j'entends dans les propos de Valérie Expert, c'est que le 12 mars dernier, il y a déjà eu des émeutes dans le même quartier de Sens. C'est-à-dire que, en fait, qu'ont fait les pouvoirs publics depuis ? Et qu'ont fait les parents, Michel ? Qu'ont fait les parents ? Bien sûr, je suis d'accord. Mais qu'on ne dise pas que c'est des phénomènes épisodiques. Malheureusement, il y a ça s'est installé. Déjà, je remarque que tous ces gens-là, on est arrivé dans un pays où on s'en fiche complètement du fait que des mineurs, des enfants, de la petite enfance puissent être témoins des choses qui sont minimum déroutantes. Deuxième chose, on parlait des matraques. Peut-être en ce moment, même la matraque n'est plus suffisante parce que... C'est comme le bateau quand, justement, Mehdi disait, il y a les vendeurs, mais il y a aussi les consommateurs de cannabis, etc. Oui, parce qu'on n'est plus patron, on n'a plus le droit de rester chez soi tranquille, parce que tu ouvres la fenêtre et tu as ton voisin jeune qui fait la teuf et qui fume du matin au soir. Excusez-moi, c'est une invasion de territoire et il empêche aux gens de vivre tranquillement. Et après, désolé, mais quand tu vois que j'ai regardé un reportage hier sur une chaîne nationale dans un JT de Stalingrad, tu voyais des parents qui disaient qu'ils voulaient libérer un parc de Stalingrad parce que leurs enfants ne pouvaient plus jouer parce qu'il y avait les consommateurs de crack. Est-ce que c'est normal que dans une ville, la capitale de France, d'ailleurs au passage, on a des parcs qui sont squattés par des gens qui sont complètement... Mathéo, je suis entièrement... Non mais je dis... Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Simplement, ce que je dis, c'est que tout ça existe depuis très longtemps dans les quartiers populaires et que donc aujourd'hui. Mais ça n'existe pas seulement dans les quartiers populaires parce que d'abord les dealers ils viennent là où il y a du fric. Voilà. Mais moi je vais finir là-dessus. C'est que maintenant ça se déplace dans les centres-villes et dans des endroits et en zones périurbaines, dans les zones plus rurales, etc. Donc ça commence à se voir
Mais en réalité, tout ça existe depuis longtemps. Oui, mais vous avez tous raison. Attends. Mais on l'a toléré, Mehdi. On l'a toléré. Il faut dire les choses. C'est-à-dire quand même qu'on a sacrifié nos banlieues, nos gamins de banlieue depuis des années, en leur faisant faire le trafic qui alimente la consommation de la bourgeoisie. Et les grands frères et tous ces gens-là qui a fait empocher de l'argent. Parce que ça dérangeait personne tant qu'ils n'étaient pas en centre-ville. Non, arrête. C'est pas le propos de ma colère. Le truc, c'est la démission quand même de Non, mais la démission, l'État. je voudrais insister sur la démission des parents. Excusez-moi, on rejette tous la faute sur les autres. Et c'est vrai, la police c'est pas bien, on a sacrifié les banlieues, très bien. Que font les parents? Il n'y a plus d'éducation. Je veux dire que quand vous avez un môme qui commence à se droguer, un môme qui revient, vous avez les armes pour le faire, Sophie, les gens sont pas toujours armés. Écoutez, je suis désolée, les parents ont un rôle à jouer. L'État prenne ses responsabilités. Je ne parle pas de petite délinquance, je parle de la ville de Sarcelles qui renonce à poursuivre les rodéos. Donc c'est pas normal. Valérie a raison sur un point, c'est que les types qui organisent, parce qu'il y a des types quand même, des commanditaires, qui organisent le trafic devant une maternelle, devant les enfants, qui envoient des gamins qui sont des gamins mineurs faire le trafic, etc. Ces gens-là doivent être déglingués par la République. Oui, mais Mehdi, excusez-moi, pendant des décennies, on les a tolérés. On les a tolérés, désolé, on les a tolérés surtout à gauche, parce que sinon c'était être raciste, etc. Encore quand il y avait Hollande à l'Élysée, on ne pouvait pas dire que le shit était mal. Et encore maintenant, il y a des gens qui veulent légaliser le shit. Désolé, non. Ne vous inquiétez pas. Pardon ? Non, il faut arrêter avec le mélange entre la drogue, le racisme, etc. Ça n'a pas de rapport. Non. Mais c'est vous qui dites que c'est dans les banlieues qui sont, dont on le sait, à majorité d'émigrés. C'est vous qui le dites. Pendant longtemps, je suis désolé, on a toléré des gamins. Vous croyez quoi? Vous croyez que les gamins à Saint-Ouen, ils n'avaient pas des dealers devant chez eux depuis maintenant quasiment des décennies? Oui, mais on leur apprenait à ne rien dire parce que sinon, c'était quelque chose contre leur camp, entre guillemets, alors que c'était parfaitement idiot. N'importe quoi. Bon, allez, on va pas se mettre d'accord sur ce sujet aujourd'hui. Merci à vous, merci à tous les quatre d'avoir été là, d'avoir débattu. On n'a pas pu aborder tous les sujets, la PMA pour toutes, entre autres. Et puis Éric Zemmour ira pas. Bon, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Merci à tous. Très bonne journée sur Sud Radio.